FR. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Merci d'être avec nous, il est 7h42, c'est le Grand Matin Sud Radio et nous recevons ce matin Stanislas Guerini, délégué général d'En Marche et député de Paris. Oui, bonjour Stanislas Guerini. Le permis de conduire à 17 ans, alors un rapport de votre collègue Françoise Dumas est remis ce matin. Vous avez travaillé sur le sujet, vous y êtes favorable vous, pourquoi ? Oui, je suis favorable. On verra ce que l'exécutif retient de ce rapport. C'est comme toujours, un rapport parlementaire, c'est une boîte à idées. Il y a beaucoup de choses dedans, on verra qu'est-ce qui est retenu. Moi, je suis favorable à ce qu'on renforce le continuum éducatif, c'est-à-dire tout ce qui se passe plus tôt, qu'on renforce au collège l'apprentissage du code. Aujourd'hui, on peut conduire des trottinettes électriques, des scooters sans permis. Je pense que là, c'est extrêmement important qu'on ait une meilleure qualité de l'éducation avant, qu'on puisse, au moment du service national universel qu'on va lancer cette année, pouvoir passer son code pour toute une génération qui viendra faire le SNU. Ça, ce sera après, quoi. Ce ne sera pas forcément entre 16 ans et puis 20 ans, le moment où on fait le SNU. Et puis, au moment, effectivement, où on fait le SNU pour ceux qui viendront le faire pendant 6 mois, qu'on puisse passer son permis. Et pour ceux qui font la conduite accompagnée, parce que c'est une bonne manière d'apprendre l'apprentissage de la conduite, bien favoriser ça en permettant à ceux-là de passer son permis à 17 ans. S'ils ont fait évidemment les 3000 km. Mais on comprend la conduite accompagnée, et puis encore que ce service universel serve effectivement à ça. C'était le cas d'ailleurs, le service auparavant. Beaucoup allaient passer leur permis au service, ça coûtait moins cher, et puis ils avaient des leçons, peut-être de bonnes leçons de conduite. Mais quand même, est-ce que c'est une bonne façon de lutter contre les accidents alors qu'il y a une surexposition des jeunes dans les accidents mortels Vous savez, si vous demandez au patron de la sécurité routière en France, il vous dit il faut favoriser une chose, c'est la conduite accompagnée. La conduite accompagnée, ça permet d'obtenir des bien meilleurs résultats en matière de sécurité routière parce que on a un apprentissage sur une plus longue période, on engrange un grand nombre de kilomètres sur la route, donc c'est une très bonne manière de faire. L'objet de ce rapport, c'est justement de favoriser le développement de la conduite accompagnée. Et conduire à 17 ans, ça permettra de lutter contre les accidents de la route chez les jeunes ? Ça permettra... Je croyais que l'une des priorités de ce gouvernement, c'était de lutter contre les violences, si je puis dire, sur la route. Si on développe la conduite accompagnée, on fait diminuer les accidents sur la route. Mais le permis à 17 ans aussi. Et bien sûr, parce que... Vous n'augmentez pas le risque. Mais parce que ça favorisera justement, et ça incitera les jeunes à faire cette conduite accompagnée. On veut aussi développer le pool de formateurs qui peuvent accompagner les jeunes. Il peut y avoir beaucoup de personnes qui s'engagent là-dedans. Et puis ensuite, évidemment, on sait que c'est un enjeu de mobilité essentiel. L'enjeu de notre société, c'est celui de la mobilité, c'est celui de pouvoir se déplacer pour trouver un job, pour faire un apprentissage. Et donc, dans des zones rurales, par exemple, c'est parfois compliqué quand on est jeune. Justement, je préfère, moi, que ces jeunes-là, ils aient fait la conduite accompagnée, qu'ils puissent utiliser un véhicule à 17 ans, plutôt, et c'est le cas souvent, un jeune apprenti boulanger, il va prendre son scooter, il va conduire de nombreux kilomètres sans permis de conduire. Bien écoutez, en matière de sécurité routière, je préfère la solution du rapport Dumas que le jeune sur son scooter tout seul faire son apprentissage à 4h du matin. Oui, alors Stanislas Guerini, si on vous suit aussi, il ne faudrait peut-être pas augmenter trop les taxes sur les carburants. Alors, parce que si les jeunes utilisent leur voiture et notamment de l'essence, et là j'ai cru comprendre que vous étiez favorable justement à la taxe carbone de nouveau, alors que vous le savez, le prix de l'essence est quand même assez élevé. Moi, je suis favorable à ce qu'on n'abandonne pas la transition écologique. Si on fait ça maintenant, on trahit des générations pour demain. Mais ce qu'on a tous compris dans cette crise des Gilets jaunes, parce que vous avez raison, elle a démarré sur cette question-là, précisément, qui montre que les questions de mobilité dans notre société, elles sont absolument essentielles. On a tous compris que si on voulait continuer la transition écologique, alors il fallait accompagner de façon plus ciblée, de façon plus volontariste, les gens qui subissent la transition écologique. Et donc, dans ce grand débat, moi, je remettrai avec mon mouvement, La République En Marche, des propositions pour dire reprenons justement la trajectoire de cette transition écologique, mais accompagnons davantage ceux qui veulent changer de chaudière, justement ceux qui veulent changer de véhicule. Moi, je considère qu'il y a des personnes à qui il faut payer un véhicule électrique, voyez, pour justement que demain, pour eux, ça soit même pas l'enjeu d'avoir à mettre les derniers euros pour pouvoir se payer ce véhicule-là, en disant, vous êtes dans une catégorie de population... Véhicule électrique ou pas, pour les jeunes, c'est quand même assez cher, mais évidemment. Justement, là, on peut trouver des solutions. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des véhicules électriques. Justement, les boîtes commencent à avoir des flottes de véhicules électriques. Il y en a qui arrivent en fin de location. Tiens, avec les primes à la conversion, 5 000 € pour changer de véhicule, on peut commencer à avoir des véhicules électriques pour quelques milliers d'euros. Mais
ce dont on s'est rendu compte, c'est que, y compris pour certaines personnes, quelques milliers d'euros, c'est trop. Et donc, soyons davantage volontaristes, ciblons les aides pour qu'à certaines personnes, on puisse payer des véhicules, par exemple. Stanislas Guerini, vous avez évoqué le grand débat à l'instant. On va aller vers un référendum ou pas à la fin ? Qu'est-ce qui va advenir de ce grand débat ? Je ne sais pas le dire pour le référendum. Ce sera une décision du président de la République. Quelle est la tendance aujourd'hui ? Ce que je peux constater, et en tout cas c'est mon opinion, c'est que la question du référendum, je trouve qu'elle est réductrice. On voit que les questions qui sont posées à travers ce grand débat, elles sont extrêmement larges. Toutes les réponses ne tiendront pas dans un référendum. Donc, justement, en sortie du grand débat, pour moi, il faudra des annonces, certaines immédiates. Il y a des choses où on n'a pas forcément besoin de référendum. Sociales, pour avoir entendu des choses, oui, il y en a déjà eu. On peut continuer. Et puis, peut-être que certaines questions, notamment celles qui concernent la citoyenneté, la démocratie, peut-être qu'elles pourront figurer dans un référendum. Mais je ne vous sens pas fan quand même, Stanislas Guerini, d'un référendum. En tout cas, je ne suis pas fan de la discussion qui réduit tout à la question du référendum, oui ou non. Vous savez, j'ai bien vu, en réalité, que beaucoup de personnes ne croyaient pas au grand débat. Donc c'était le premier sujet en disant, ça va faire un flop, ça va pas marcher. Bon, aujourd'hui, il y a quasiment bientôt 1 million de personnes qui auront contribué. Il y a 6000 réunions dans toute la France. Donc je crois que plus personne ne peut dire que le grand débat, ça n'a pas intéressé les Français. Donc je vois bien le petit jeu, parfois un peu politicien, qui déplace maintenant la question à dire, pour ou contre le référendum. Objectivement, nous, on va continuer à suivre notre route, c'est-à-dire écouter les Français. C'est quand même un exercice absolument inédit auquel on est en train de se livrer là. Au passage, alors. Mais d'une certaine façon, ce ne sont pas les marcheurs mais merci aux Français. Merci aux Français de s'emparer de ce grand débat. Tous, beaucoup marcheurs, en tout cas. Et puis gilets jaunes, bien entendu. Ça n'est pas l'apanage des marcheurs, le grand débat. Autre sujet, Stanislas Guerini, un départ fracassant à l'Élysée, l'homme de l'ombre d'Emmanuel Macron, Ismaël Emelien, qui s'en va. C'est lui qui avait piloté la campagne du président. C'est une grande perte pour la majorité ou pas ? Non, parce qu'il ne va pas partir très loin. Il l'a expliqué. Il va garder un bureau juste en face. En tout cas, ce ne sera pas à l'Élysée. Il a écrit un bouquin qui, je pense, je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire, sera une pierre utile à notre édifice collectif. Sur le progressisme. Oui, sur le progressisme, c'est-à-dire ce qu'on porte au fond, l'idéologie. On dit souvent qu'il n'y a pas d'idéologie dans le macronisme. Moi, je pense que c'est très faux. Au contraire, je trouve ça utile, intéressant que des personnes qui réfléchissent, qui nous accompagnent depuis le début, puissent contribuer à définir ça. Et donc, il s'était fixé cette règle d'or qui était, en tant que président de la République, ne pas parler. Ne pas apparaître. Je trouve que c'est une règle saine. Non, mais ça, c'était en tant que conseiller. En tant que conseiller. Vous avez dit en tant que président de la République. En ce moment, je fais des lapsus. Je fais des lapsus à la radio. C'est le cerveau du président. Non, mais Ismaël Emelien, c'est le cerveau un peu du président de la République. Je crois que le président de la République, pour le coup, et sans lapsus, est bien doté en la matière. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, en tant que conseiller, il ne parlait pas. Il a décidé d'écrire ce livre. Il va donc défendre les idées. Je pense que c'est assez sain qu'il puisse le faire, mais à sa juste place. Donc il ne sera pas très loin en tant qu'apporteur d'idées. Vous le connaissez bien également. Est-ce que ce n'est pas non plus pour être un petit peu plus libre par rapport à l'affaire Benalla, bien sûr, où il est concerné avec la publication notamment des images, la diffusion des images. Vraiment, je ne crois pas. Non, vous êtes sûr ? Le départ d'Ismaël Emelien, en réalité, il est fait en accord avec le président et de longue date. Ils en ont discuté. Donc je pense vraiment sincèrement que ça n'a absolument rien à voir. Oui, on avait évoqué d'ailleurs aussi au mois de décembre ce départ d'Ismaël Emelien et celui d'Alexis Kohler. Alexis Kohler, lui, il reste ? Vous voyez, les supputations. Non, mais je vous pose la question. J'ai encore eu l'occasion de le voir hier. Il est à sa place et croyez-moi, très activement à sa place. Oui. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans notre société, Stanislas Guerini ? Les actes antisémites ont bondi en 2018, plus 74%. À qui attribuez-vous cette augmentation ? À des esprits détraqués. Déjà, il faut commencer par le dire de façon très nette. On ne doit jamais reculer d'un centimètre face à ça. Moi, quand j'ai vu ce week-end écrit Juden sur une boutique, évidemment, comme une immense majorité de Français, ça m'a glacé le sang. Ça rappelle les pires heures de notre histoire, ça rappelle l'Allemagne nazie. Et donc, il faut lutter pied à pied contre ces actes antisémites. Et puis, cela montre que le sujet, il est profond dans notre société. On travaille une loi en ce moment à l'Assemblée nationale sur l'éducation. Je crois que c'est aussi là les réponses qu'il faut aller trouver. Éduquer les jeunes générations, faire vivre le devoir de mémoire, donner à chacun les moyens, notamment de juger les informations qui vont circuler sur Internet. Je crois que c'est une réponse de société qu'il faut apporter face à ces dérives folles. Oui, ce n'est pas forcément, ça ne vient pas forcément des rangs des Gilets jaunes ?
Parce qu'il y a eu des attributions un peu rapides, là. Benjamin Griveaux notamment sur la boutique parisienne. Sur cette boutique, c'était fait. Alors que c'est arrivé avant. C'était fait en marge de manifestations qui étaient le samedi. Oui. Mais je veux pas rentrer dans ce jeu-là. Certains sont rentrés dans ce jeu-là. En tout cas, je vais le dire de façon très claire. Vous êtes patron des marcheurs, donc c'est pour ça. Oui, bien sûr, mais j'ai l'habitude de donner mes opinions de façon assez claire, j'espère. Je veux pas dire les gilets jaunes sont des antisémites. Je crois que le raccourci il est trop rapide. Qu'il y ait des dérives extrémistes dans ces rangs-là, c'est possible. Mais en tout cas, j'ai toujours fait l'effort de séparer les uns et les autres, de distinguer les uns et les autres. Il y a dans ce mouvement une frange qui s'est radicalisée, qui a comme volonté de faire tomber le pouvoir en place. Je crois que la majorité des gens qui ont participé à ce mouvement-là, c'était avec sincérité sur des aspirations sociales. Maintenant, faisons attention à ce que ce mouvement ne dérive pas. Les violences, c'est évidemment inacceptable. Le bilan porte sur l'année 2018, avant le mouvement des Gilets jaunes, et que depuis déjà un certain temps, on parle de dérive dans certains quartiers, bien sûr. Communautarisme. Évidemment. Et malheureusement, il y a eu des actes terribles par le passé, bien avant le mouvement des Gilets jaunes, qui ont montré que l'antisémitisme, c'est une réalité dans notre pays. Il faut lutter pied à pied. Voilà, c'est ça. Les violences en rafale aussi contre les marcheurs. Quelques 60 élus de la majorité, c'est cela, ont été visés plus ou moins. Là aussi, comment réagir face à cela ? D'abord, moi, je perçois même pas ça comme des violences contre les marcheurs. Je perçois ça comme des violences contre la République, la démocratie. Quand on essaie de brûler la maison du président de l'Assemblée nationale, mais c'est inouï. En réalité. Alors là, donc prudence, vous avez vu ce que dit le procureur de Brest. Pour l'instant, on ne peut pas aller trop vite dans les conclusions, quoi, aussi. C'est-à-dire, j'ai quand même vu sa maison en partie brûlée, donc je crois qu'en tout cas, on peut tirer la conclusion que quelqu'un a essayé de brûler sa maison. Mais ça, je pense qu'on peut effectivement le dire. Non, mais je ne sais pas dire. Est-ce que c'est lié à des violences actuelles ? Je ne sais pas dire qui. Ce que je constate quand même, c'est qu'il y a évidemment un faisceau de violence contre les élus de la République, principalement contre les élus de la majorité, mais pas que. Et donc, à chaque fois, il faut le condamner. Je crois qu'il y a un mouvement, là aussi, qui montre que nos démocraties, d'une certaine façon, sont traversées par une maladie qui est une maladie profonde, de défiance vis-à-vis du pouvoir politique. Moi, je pense qu'il y a deux réponses à apporter. Une réponse d'ordre républicaine et d'ordre républicain. C'est l'objet, par exemple, des mesures qu'on a votées dans un projet de loi pour lutter contre les casseurs. Mais une réponse aussi plus profonde, démocratique, ça sera l'objet du grand débat. Comment est-ce qu'on associe mieux les citoyens à la décision publique ? Comment on recrée de la confiance dans la décision publique ? Là aussi, c'est en profondeur qu'il faudra apporter ces réponses. Dernière question, Stanislas Guerini. Ce matin, on apprend qu'Hervé Guémard, en tant que président du conseil départemental de Savoie, continue de percevoir également une indemnité, enfin un salaire, une rémunération en tant que haut fonctionnaire, qu'il y a ce cumul. Est-ce normal ? Moi, je suis toujours très prudent sur ce type d'affaires. Désolé, ce matin, je l'ai appris en venant à votre émission. Et donc, je n'aime pas du tout, de façon automatique, jeter l'opprobre sur les uns ou les autres. Donc, vous me permettrez de prendre quelques distances. Je ne connais pas du tout les contours de l'affaire. C'est pas trop normal, quand même. En tous les cas, cela montre qu'il y a d'un côté les règles qu'on peut changer, et puis la pratique des règles. Et je crois que, bien souvent, c'est la pratique de nos institutions, la pratique des règles, l'exemplarité, au fond, qu'il faut aller chercher. Et peut-être que cette affaire-là montrera cela. Oui, le mot de la fin, Stanislas Guerini, avec Cécile de Ménibus. Oui, l'actualité nous met encore une fois face aux dérives graves des réseaux sociaux, avec le harcèlement vis-à-vis de Cécile Duflot, et manque de contrôle, bien sûr. Est-ce qu'il faut, Stanislas Guerini, définitivement lever l'anonymat sur les réseaux sociaux ? Moi, je ne crois pas. Je crois que ça serait un recul, d'une certaine manière. Je crois que dans de nombreuses démocraties, il y a aussi besoin qui est l'anonymat sur les réseaux sociaux, quand on veut lutter contre un pouvoir en place, quand on veut pouvoir s'opposer en tant que citoyen. Et pourquoi on ne pourrait pas le faire avec sa propre identité ? Est-ce qu'on a le droit de ne pas être d'accord ? Oui, mais vous avez bien vu évidemment que la France, heureusement, est une démocratie dans laquelle on peut manifester son désaccord sans que le pouvoir ne cible cette personne-là. C'est pas possible partout. Donc je suis pas sûr qu'on puisse appliquer en France une règle particulière qu'on pourrait pas appliquer dans d'autres démocraties. Maintenant, il faut mieux réguler évidemment Internet. Je crois que Mounir Majoubi présentera cette semaine
justement un plan de lutte notamment contre le cyberharcèlement. On a déjà pris des mesures dans la loi Schiappa à l'Assemblée nationale là-dessus pour lutter contre le harcèlement de masse, c'est-à-dire qui consiste à cibler une personne. Il faut prendre des mesures. Je ne suis pas sûr que la levée de l'anonymat soit l'alpha et l'oméga de ces mesures-là. Merci beaucoup et un invité surprise pour vous. Salut Stan, c'est Manu. Stan, mon fidèle allié, je me souviendrai toujours que c'est ton appart, place des Ternes, qui servait de premier QG aux réunions d'En Marche, parce que Brigitte voulait pas qu'on squatte son salon à l'heure des chiffres et des lettres. Alors, voici ma question. Toi qui as annoncé que tu étais favorable au retour de la taxe carbone, quitte à remettre de l'huile sur le feu, si jamais je me fais virer de l'Élysée plus tôt que prévu, est-ce que tu serais prêt à m'ouvrir les portes de ton appart, cette fois pour m'héberger ? Les portes du mouvement La République En Marche seront toujours ouvertes en tout cas. Stanislas Guerini, juste peut-être un dernier mot. On a parlé du permis de conduire à 17 ans. Est-ce qu'il y aura une limite d'âge également? Parce qu'on sait qu'il y a eu des accidents mêlant des personnes âgées. Alors ça, c'est une question sur laquelle on n'a pas travaillé. Oui. Nous, notre enjeu, c'était de rendre le permis plus accessible aux jeunes. On s'est concentré sur cette question-là. Merci Stanislas Guerini, délégué général d'En Marche et député de Paris, était l'invité ce matin de Sud Radio. Et oui, et puis dans une vingtaine de minutes, Dany Moreau pirate l'info en direct et en Facebook Live. Restez avec nous, 17h58, c'est Sud Radio.